Donc, je voudrais voilà, donc introduire la présentation de Gilles Libourel. Donc, ces cours ont été réalisés dans le cadre du projet européen BioFootNet, comme j'indiquais, qui est un projet européen qui prend fin dans un mois et qui a duré 3 ans et demi et pendant lequel, en fait, tous les partenaires du projet ont travaillé sur la collecte, la synthèse et la traduction de données techniques qui ont été mis en forme sous différentes formes, des vidéos, des fiches techniques, des podcasts et notamment des cours en ligne, donc comme celui-ci aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation de Gilles Libourel, qui travaille au GRAB, au groupe de recherche en agriculture biologique, depuis maintenant 1997, et qui va nous parler donc des maladies du poirier dans les vergers conduits en agriculture biologique. Gilles, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous parle depuis le Grab Avignon. Donc, on va parler des maladies du poirier, enfin des principales maladies du poirier, sur la base d'un PowerPoint, enfin d'une présentation qui est commune, on va dire qui est commune à tout le monde, pardon, à toute l'Europe et pour lesquelles on a fait évidemment quelques adaptations pour s'adapter à chaque fois au public concerné. Voilà. Donc, on va passer à la première diapositive qui cite les différentes maladies qui vont être abordées, sachant que chaque maladie est plus ou moins importante selon les zones climatiques notamment. C'est rarement une question de pays, c'est souvent une question de zone climatique comme d'évidence. Voilà pour voilà la liste des misères que l'on va essayer d'aborder le mieux possible par la diapo suivante. Donc, tavelure du poirier qui a une grande particularité par rapport à celle du pommier, qui est que, comme vous pouvez le voir sur la diapo de droite, vous voyez les craquelures qui sont entourées de rouge sur la photo. Ces craquelures sont les symptômes de tavelure sur bois et ça a des implications très importantes qui la différencient de la tavelure du pommier et qui compliquent énormément la situation parce que dès qu'on a ces symptômes sur bois, ces tavelures, ces chancres sur bois, dès qu'on a ces chancres sur bois, on se trouve en permanence pendant toute la saison de végétation en situation de présence de conidie et que ce qui aboutit à un risque de contamination qui n'a pas besoin de pluie. C'est-à-dire qu'une forte humectation suffit pour faire une contamination. Voilà. C'est-à-dire on se trouve dans la situation où on a comme si on avait en permanence des tâches primaires pour comparer avec le pommier, quoi. C'est-à-dire qu'il faut surveiller toutes les humectations et pas seulement les pluies tout au long de la saison. Euh, voilà. Alors donc l'attaque sur jeune pousse. L'attaque sur jeune pousse, il faut pas croire que la tavelure va attaquer des bois âgés. Elle attaque la pousse lorsqu'elle est en cours de croissance, c'est-à-dire quand la pousse est au stade herbacé, on va avoir des contaminations sur la tige encore herbacée. Voilà. Contrairement au pommier où on a des attaques ou sur feuilles ou sur fruits, mais pas sur les tiges. Non. Donc vous voyez sur les photos les dégâts sur jeunes fruits donc la spécificité de la tavelure sur rameau que vous voyez sur la photo de droite. Alors, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Sur ce schéma qui est en anglais, vous avez ce qui manque, c'est le fait qu'en hiver, vous voyez là complètement en bas l'arbre déplumé avec les feuilles au sol.
c'est le fait qu'il y a des conidies des chancres conidiens qui vont être présents sur l'arbre en automne et en hiver, ce qui apparaît pas sur le schéma de l'automne. Voilà. Et donc, on a bien ce cycle permanent toute la saison de présence de conidies qui donc n'ont pas besoin de pluie pour provoquer une contamination, contrairement aux contaminations primaires par ascospore, qui elles demandent une pluie pour avoir une projection et donc une contamination. Voilà. Donc ça nous complique énormément la vie de se trouver pendant toute la saison de végétation à gérer toutes les humectations, y compris des humectations nocturnes par la fraîcheur nocturne qui peut arriver même ce sont des choses qui peuvent se produire même au cœur de l'été selon les situations. Voilà. Alors, un point, une précision, les photos que vous allez voir sont toutes des photos qui sont issues de la variété conférence, parce que tout simplement, la variété conférence a été longtemps considérée comme une variété résistante à la tavelure, jusqu'au jour où est apparue une souche de tavelure virulente sur conférence, et qui a provoqué l'apparition de tavelures sur bois, etc. Et donc, on a les zones traditionnelles de production de conférences, c'est-à-dire on va se trouver par exemple dans l'Orléanais, en Belgique, aux Pays-Bas, en Savoie, pour la France, on va se trouver avec la présence de cette tavelure hyper virulente sur conférence dans les zones traditionnelles qui cultivent de la conférence depuis de très nombreuses années, de très nombreuses décennies, voire des siècles. Donc, on va passer à la diapo suivante. Alors, les symptômes, bon, c'est ceux que vous connaissez sur feuille. Donc, ce sont les taches classiques que vous voyez là sur la photo. Il faut savoir que certaines variétés hypersensibles à la tavelure peuvent avoir également des taches à la face supérieure de la feuille. Mais généralement, et c'est pour ça que les taches sur feuille sont relativement discrètes, généralement, on a en poirier, contrairement au pommier, on a surtout des symptômes en face inférieure, voilà, sauf exception pour certaines variétés hypersensibles. Ensuite, sur fruits, vous avez, comme pour la tavelure du pommier, les taches primaires qui peuvent être relativement importantes, et puis les taches qu'on appelle secondaires qui vont être beaucoup plus petites et qui vont jusqu'à de tout petits points noirs en conservation. Vu que la tavelure peut se développer en conservation, en conditions de très forte hygrométrie et de température insuffisamment basse. Normalement, la poire se conserve en front négatif, et si on n'est pas vraiment en front négatif, on peut avoir un développement de la tavelure en conservation. Voilà. Donc, de toute façon, des taches de tavelure sur fruits de manière importante amène forcément un déclassement du fruit. Bon, quelques tâches, ça peut passer selon les clients, mais des tâches nombreuses ou alors très importantes, ça devient vraiment commercialement problématique. Et ensuite, sur rameau, donc la spécificité de la tavelure du poirier sur rameau. Donc, on va trouver la lésion sur rameau. Là, vous avez une autre photo. Et c'est vrai que ce type de fente sur rameau, ça peut être confondu avec beaucoup d'autres choses, hein. Notamment parfois avec des incisions liées à la cicadelle bubale, parfois. Mais la spécificité de la tavelure, c'est le fait qu'il y a qu'en phase de végétation, vous avez un duvet noirâtre, qui sont donc les fructifications de la tavelure qui vont se développer en conditions humides. Voilà. Ensuite, donc les dégâts directs, ce sont les taches, les déformations de fruits, donc le déclassement qu'on a déjà vu. Et ensuite, les dégâts indirects, mais bon, indirect, c'est un peu un euphémisme parce que c'est un peu plus violent que ça. Et il est vrai que dans les collections de poiriers, dans les zones très favorables à la tavelure, on peut avoir carrément des arbres qui meurent de la tavelure en poirier, alors qu'un arbre qui meurt de la tavelure en pommier, ça n'existe pratiquement pas. Voilà. Donc la tavelure du poirier, lorsqu'elle est présente, peut être beaucoup plus virulente et sévère que la tavelure du pommier.
mais en condition évidemment d'arbres non protégés du tout, quoi. Donc, on va passer à la diapo suivante. Alors, la surveillance de la tavelure du poirier, vous avez la possibilité de capturer les spores. Voilà, mais ce sont surtout les ascospores qui sont faciles à observer. Les conidis, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont beaucoup plus dispersées dans l'ensemble de la végétation, alors que les ascospores sont faciles à capturer en posant ce type d'aspirateur que vous avez sur la photo, en le posant à proximité des feuilles de l'année précédente, quoi, des feuilles au sol. Et puis vous avez toute une panoplie de modèles de prédiction pour évaluer le risque d'infection, avec l'inconvénient que tous les modèles qui sont disponibles, tout au moins à ma connaissance, sont des modèles qui sont calés sur le pommier, et on n'a pas, donc je me répète à ma connaissance, de modèle spécifique sur la tavelure du poirier, notamment lorsqu'on se trouve avec des tavelures, des souches de tavelures hyper virulentes donc là sur Conférence, ou dans le sud de la France, donc une zone où la variété William est cultivée depuis très longtemps et en proportion importante. On a une souche de tavelure hyper virulente sur William qui dépasse, qui souvent déborde les programmes de protection classiques si on suit les modèles de la tavelure pomme, quoi. Voilà, avec des infections tardives à l'approche de la récolte relativement explosives. Voilà, donc il y a des outils qui permettent de suivre cela, mais pour le poirier, on a vraiment tout intérêt à suivre l'aspect lésion sur les rameaux, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a toute une stratégie à déclencher, notamment pour la prophylaxie. Et il faut savoir que donc le rameau le rameau herbacé en cours de croissance qui est sensible à la contamination de tavelure, on va se trouver avec à chaque fois un étage de foliaire qui va correspondre à une phase de contamination. Et donc, on va avoir cet étage foliaire qui va être cette portion de rameaux qui sera la même à peu près sur tous les rameaux dans le verger qui va être infecté. Voilà. On ne va pas avoir toute la longueur du rameau qui va être infectée par la tavelure, mais certaines portions qui correspondent à certains épisodes de contamination et phase de sensibilité stade de sensibilité du rameau. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, la gestion de la tavelure du poirier, vous voyez que on a, comme pour le pommier, tout au moins aux Pays-Bas, ils considèrent qu'il faut quand même diminuer la proportion d'ascospores présente dans le verger, ce qui ne résout pas le problème de la présence de conidis. Et donc, on a tout intérêt à laisser le moins possible de feuillage dans le verger, puisque les feuilles sont porteuses des péritès et donc des ascospores qui vont provoquer les contaminations dites primaires. Et donc, c'est le ramassage des feuilles ou le broyage des feuilles. Il y a plusieurs techniques. Et d'après des résultats néerlandais, donc la vinasse a favorise la dégradation et diminue la présence de tavelure, de spores de tavelure et de péritès dans le lit de feuilles. Voilà. Alors, ensuite, pour les autres mesures préventives, donc vous avez les sensibilités variétales. Par exemple, la variété Xenia qui est plantée dans certaines zones qui se trouve moins sensible à la tavelure. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de résistance vraiment identifiée en poire. C'est plus quand l'on cultive une variété qui a une génétique, on va dire, très nouvelle dans une zone, il y a de fortes probabilités que les souches de tavelure présentes dans cette zone ne soient pas adaptées à cette nouvelle variété, à cette nouvelle génétique qui arrive. Mais il est aussi également probable qu'au bout de X années, X décennies ou X générations de culture de cette variété,
une souche de tavelure virulente sur cette variété-là va apparaître. Voilà. Donc, il n'y a jamais rien de définitif dans l'évolution du vivant, évidemment. Ensuite, éclaircir l'arbre, c'est-à-dire avoir un arbre très aéré pour réduire la période d'humectation, réduire la durée d'humectation. Préférer des irrigations localisées pour ne pas humecter la végétation. Évidemment, régulation de la croissance pour limiter cette croissance. Alors là, on peut jouer sur la fertilisation, on peut jouer sur la taille, c'est-à-dire qu'en contradiction avec le fait d'avoir une végétation aérée, si on a une végétation aérée uniquement parce qu'on taille beaucoup, ça veut dire qu'on aura une réaction végétative importante et automatiquement, on va avoir une pousse, au plus la pousse végétative va être importante et rapide, et au plus on va avoir des tissus sensibles aux contaminations de tavelure sur les rameaux, automatiquement. C'est pour ça qu'on parle de réguler la croissance. Donc, premièrement par la fertilisation, deuxièmement par la taille qui ne doit pas être excessive, sinon elle provoque des réactions trop fortes. Alors, il y a d'autres techniques qui sont utilisées plutôt dans le nord de l'Europe, de Belgique, Pays-Bas, à ma connaissance, qui sont des coupes de racines. Donc, c'est une lame que l'on va passer proche des arbres pour leur couper les racines pour qu'ils poussent moins. Et une réduction des troncs. Alors, j'ai appelé ça réduction des troncs. C'est la photo que vous avez où donc 2 coups de tronçonneuse ont été envoyés sur l'arbre. Vous voyez, c'est relativement violent. Je suis d'accord avec vous, mais bon, je pense que c'est une information qui peut intéresser. Il est toujours important d'apprendre des choses. Donc là, je pense que voilà. Donc vous voyez, en 2 coups de tronçonneuse décalés, chaque coup de tronçonneuse coupant à peu près la moitié de la circonférence de l'arbre, voire légèrement plus. Voilà. Et ensuite, qui peut être rajouté aussi, c'est donc si vous surveillez régulièrement l'état de votre verger, vous devez vous apercevoir des contaminations, des premières contaminations sur les rameaux, et vous pouvez tout à fait envisager, parce que ces contaminations qui se passent donc la première année sur rameaux de l'année, ces chancres vont continuer à être virulents, donc en première année, mais en deuxième année sur bois de 2 ans, en troisième année sur bois de 3 ans, etc. Donc, vous avez tout intérêt à éliminer les pousses annuelles infectées dès la première année, dès que vous en apercevez. Donc ça demande évidemment d'avoir un suivi très précis et des observations très suivies sur ce qui se passe dans votre verger, de façon à repérer les premières entaches, dès la première année, les premières entaches sur le bois de l'année. Voilà. Donc vous voyez que de toute façon, la tavelure du poirier, au vu de la pression que ça peut représenter dans un verger bio, il ne faut surtout pas attendre d'avoir des chancres sur bois au-delà quand on commence à avoir des chancres sur bois, sur des bois de 2 ans, 3 ans, etc., ça commence à devenir extrêmement compliqué. Voilà. Donc il faut vraiment surveiller de près. C'est un investissement minime de quelques heures par an et par hectare, et je pense que c'est absolument incontournable. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, la lutte directe, donc il se trouve que les souches de tavelure hypervirulentes et l'apparition très importante de tavelures sur bois en vergers commerciaux, on va dire que malheureusement pour les zones de production de conférences, ça s'est produit sur cette variété-là. Et donc, les stratégies qui ont été mises au point sont celles qui sont décrites ici. Alors, on va trouver le triptyque classique avec de lutte directe, avec le traitement préventif avant les pluies, avec la combinaison généralement cuivre-soufre. À voir évidemment, comme on l'a vu pour les ravageurs, sur ce qui est autorisé ou pas selon les pays. Avec donc une couverture systématique en phase de contamination primaire, si on est dans cette situation-là. Ensuite, ce qu'on appelle les traitements stop, c'est-à-dire plutôt la phase des traitements stop précoce, phase d'infection précoce. Donc, vous voyez 0 à 180 degrés, en sachant que les 180 degrés, par exemple, ça va être 180 degrés, ça va être 18 heures à 10 degrés, par exemple. Voilà, c'est au-dessus de 0. Donc, on cumule les heures au-dessus de 0. Donc 18 heures à 10 degrés ou 9 heures à 20 degrés. Voilà. Ça fait 180 degrés. Là. Alors,
là, le principe, c'est d'appliquer un produit qui va tuer la spore en cours de germination à la surface de la végétation. Voilà. Donc là, on a souvent, pour avoir une certaine efficacité, on va avoir la bouillie sulfocalcique, qui est le classique de ce type de positionnement. Et puis le soufre également, mais à condition qu'on ait des températures suffisantes pour que le soufre, généralement mouillable, soit efficace à ce stade-là. C'est-à-dire, en général, on considère que le soufre se volatilise à une efficacité à partir de 10 degrés et au-dessus de 10 degrés. Voilà. Et ensuite, le traitement stop tardif ou curatif, donc avec le même principe de calcul des degrés heure. Là, la préconisation néerlandaise, ce sont les bicarbonates qui peuvent être mélangés et qui sont souvent préconisés en mélange avec du soufre pour compléter les modes d'action. Et là, je soulève un point que l'on voit tout au moins par ici, mais qui n'a pas l'air confirmé par exemple, en zone suisse, ils n'ont pas l'air d'avoir ce type de problème. Les phytotoxicités du bicarbonate formulé sont de nombreuses variétés que l'on va trouver. Alors, le bicarbonate formulé, en France, il s'appelle armicarbe. Je ne sais pas comment, il ne s'appelle pas forcément toujours de la même façon dans d'autres pays. Mais on a des cas de phytotoxicité importants avec l'armicarbe, donc tout au moins sur Guyot-William, voire d'autres variétés. Sur Doyenne du Comice, n'en parlons pas, qui est une variété super sensible au niveau des phytotoxicités. Voilà. Donc, dans la préconisation que je pourrais être amené à faire, si on utilise des bicarbonates dans ce positionnement-là, ça sera plutôt des bicarbonates purs, donc type Vitisan pour ce qui est disponible en France, sur les produits homologués disponibles en France. Voilà. Donc, vous avez on essaye donc en situation de forte pression de cumuler le traitement préventif et un traitement en phase de contamination ou immédiatement après la contamination, soit un traitement précoce, soit un traitement, on dit, un stop tardif ou curatif, en respectant les degrés heure que vous avez précisé sur le visuel ici, quoi. Voilà. C'est donc la préconisation néerlandaise sur la tavelure du poirier, donc notamment sur conférence aux Pays-Bas où il y a des gros problèmes de tavelure sur bois en conférence. Voilà. Sachant que conférence est la variété dominante cultivée en Belgique, Pays-Bas et voire même le nord de la France. Voilà. Alors, pour la diapo suivante, on va sauter brutalement sur le feu bactérien, voilà, qui lui peut aboutir à la perte du verger si on n'a pas une stratégie suffisamment, notamment une stratégie de surveillance. Voilà, avec des modèles de prévision qui existent pour ce qui se passe au niveau de la floraison. Alors, les mesures préventives, c'est effectivement la sélection de variétés moins sensibles. Hein. Vous savez qu'il y a toute une gamme de variétés issues d'Amérique du Nord de haro. Toutes les haros sont des variétés tolérantes feu bactérien. La maîtrise de la vigueur, c'est aussi parce que la maîtrise de la vigueur, notamment pour les contaminations sur pousses, les pousses vigoureuses et tendres sont particulièrement sensibles au feu bactérien. Donc on retrouve le même objectif que pour la tavelure. Hein. On cherche à avoir des pousses évidemment, mais qui ont un développement, on va dire, raisonnable. Ce qui peut venir en contradiction avec le visuel que nous avons eu dans l'heure qui a précédé, qui était de dire maintenir une certaine vigueur pour ne pas avoir subir les attaques de la grippe du poirier, par exemple. Donc le dosage n'est pas toujours simple. Et puis ensuite, vous avez évidemment l'élimination des parties de plantes ou des arbres anti-infectés pendant la saison, l'élimination des chancres pendant l'hiver. Alors, cette partie prophylaxie, élimination, coupe des organes attaqués, etc., on préconise de le faire en partant le plus sec possible, donc où les chancres sont desséchés et où on risque beaucoup moins de contaminer en transportant les parties malades coupées.
parce que le but est de les sortir du verger et de les brûler à l'extérieur. Mais il faut les faire dans des conditions climatiques qui évitent de contaminer tout au long de la rangée au fur et à mesure qu'on sort les parties attaquées. Alors, des infections soigneuses et des outils de taille pour éviter la propagation, évidemment, les questions de prophylaxie. Éliminer les fleurs secondaires, qui sont des portes d'entrée majeures. Et ensuite, contrôler l'environnement, avec souvent la pression que l'on peut trouver sur les aubépines. Et puis les pyracantha non résistants aux feux bactériens, etc. Toute une série d'autres plantes. Sachant que le pommier est également porteur, les sorbiers, enfin il y a beaucoup de rosacées, de rosacées à pépins entre guillemets sont porteuses du feu bactérien. Donc il y a un peu de prophylaxie à faire à proximité du verger. Ensuite, en lutte directe, on va trouver l'effet bactériostatique du cuivre qui est à utiliser, à valoriser sur le feu bactérien, dans la limite évidemment des quantités maximales de cuivre autorisées. Donc c'est vrai que la lutte contre la tavelure avec toujours un peu de cuivre permet aussi de baisser la pression du feu bactérien. Et ensuite, on a aussi l'antagoniste au Rheobasidium pullulans, qui est le Blossom Protect. Tout au moins en France, il s'appelle comme ça, mais je pense que c'est assez général pour l'Europe. On va trouver donc le Blossom Protect avec son tampon pH qui permet le buffer qui est de l'acide citrique, qui permet d'acidifier le milieu et qui rend le milieu donc plus favorable à la levure qui est le Rheobasidium pullulans et qui également va rendre le milieu plus défavorable à la bactérie qui est Erwinia amylovora, la bactérie du feu que l'on décrit actuellement. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, une autre bactérie encore, qui est moins connue, qui est pourtant présente partout. Pseudomonas syringae est une bactérie qui est présente partout, à peu près sur tous les végétaux, dans tous les milieux. C'est une bactérie. Et puis, on va trouver des Pseudomonas syringae, on va trouver des Pseudomonas syringae qui vont être spécifiques, par exemple, du kiwi, qui vont être spécifiques des prunus. On trouve Pseudomonas syringae sur melon, on le trouve vraiment sur beaucoup de plantes, donc elle est à peu près présente partout dans le milieu. La question, c'est surtout de savoir comment ne pas en rajouter, comment par rapport à ce qui existe déjà, et comment diminuer éventuellement le niveau de population. Sachant que cette bactérie va provoquer ce que vous voyez sur les photos, c'est-à-dire des dessèchements de fleurs, mais provoque aussi par des attaques de fin de saison, va provoquer des dessèchements de bourgeons au printemps, c'est-à-dire qui ressemble furieusement à de l'antonome du poirier, dans le cas du poirier. Et donc, on essaye de maintenir des populations relativement faibles de cette bactérie, sachant que ce qui favorise cette bactérie, ce sont les conditions froides et humides, notamment autour de la floraison, parce que c'est une phase sensible, mais c'est valable aussi à toutes les autres périodes. Alors, il faut savoir que selon l'origine des eaux que vous utilisez pour votre irrigation, si ce sont des eaux d'origine de surface, vous pouvez très bien avoir des populations de Pseudomonas syringae dans les eaux de surface. Et donc, on a eu des cas, tout au moins dans les Alpes du Sud, de vergers qui ont été protégés antigel sur la floraison et qui se sont retrouvés avec ce que vous voyez sur la photo, là, des dégâts phénoménaux de Pseudomonas sur fleurs. Voilà, parce qu'il y avait un niveau de Pseudomonas syringae dans les eaux utilisées qui était particulièrement élevé, de manière qu'on n'explique pas forcément, mais il se trouve que le remède a été pire que le mal dans ce cas-là, vu que les arbres et les pousses ont été attaqués ensuite, quoi. Ils n'ont pas simplement perdu les fleurs, mais ils ont aussi il y a eu des attaques sur l'arbre. Voilà.
Et ce dégât est d'autant plus important qu'il faut savoir que le Pseudomonas syringae est une bactérie glaçogène. C'est-à-dire en présence de Pseudomonas syringae, vous avez une augmentation des dégâts de gel. Voilà. Et les parois de Pseudomonas syringae désactivées sont utilisées pour obtenir de la glace même au-dessus de zéro. Pour votre petite information. Voilà. Alors on s'aperçoit qu'il y a évidemment des sensibilités variétales. Donc la variété Xenia qu'on a citée tout à l'heure pour sa résistance à la tavelure, pour son bon comportement à la tavelure, il se trouve qu'elle est très sensible à Pseudomonas syringae et Conférence se retrouve quant à elle relativement sensible à Pseudomonas aussi. Alors, donc le dégât le plus important que l'on trouve pour Pseudomonas syringae, c'est évidemment ces dégâts sur fleurs qui peuvent être donc provoqués souvent lorsqu'il fait froid, lorsqu'on fait une aspersion avec des eaux qui portent du Pseudomonas syringae, ou lorsqu'on fait une aspersion avec des niveaux de population de Pseudomonas syringae à la surface du feuillage et de la végétation qui est très élevé. Voilà. Donc le seul moyen de maîtrise de maîtrise, parce que c'est difficile de parler vraiment de lutte directe. On va voir sur la diapo suivante. Encore des photos de dégâts, et vous voyez que ça peut attaquer des poires plus âgées. Donc vous voyez les mesures préventives, pas d'irrigation sur frondaison lorsque cela n'est pas nécessaire. Donc irrigation sur frondaison uniquement quand on ne peut pas faire autrement dans la lutte contre le gel, mais avec toujours le risque que si on utilise les eaux de surface, elles soient porteuses elles-mêmes de Pseudomonas syringae. Bon, après, il y a la prophylaxie classique d'élimination de toutes les parties infectées. Et vous avez, disons que lorsqu'on a une phase d'utilisation d'aspersion obligatoire qui se profile, il est fortement conseillé d'utiliser, de faire des traitements qui permettent de baisser le niveau de population présente à la surface du végétal, notamment par l'utilisation de cuivre, lorsque cela est possible selon le pays concerné. Et ensuite, on retrouve une efficacité du Blossom Protect, le Rheubasidium pullulans, qui est donc un antagoniste non seulement du feu bactérien, mais également du Pseudomonas syringae. Voilà. Disons que l'intérêt du Blossom Protect, c'est qu'il est à double potentiel d'efficacité sur les deux bactéries, contrairement au Bacillus subtilis et Bacillus amélioliquefaciens, qui sont très proches l'un de l'autre d'ailleurs, qui sont moins efficaces notamment sur feu bactérien que le Blossom Protect. Voilà. Donc on se trouve avec la difficulté du Pseudomonas syringae, c'est que c'est une bactérie qu'on sait qui est présente en permanence à la surface de l'ensemble des végétaux. Il fait partie vraiment des écosystèmes, il est présent partout. Et ce sont surtout les conditions favorables qui vont assurer l'expression des symptômes. Et il s'agit de mettre l'ensemble des mesures qui sont en notre possession, que l'on vient de voir, pour essayer de réduire au maximum les populations présentes à la surface du végétal. Voilà. Voilà pour les bactérioses, les deux bactérioses qui nous concernent principalement en poirier, mais avec deux, ça nous suffit. Donc on va passer à la diapo suivante, qui elle est un champignon qui est pas présent, qui est présent partout à ma connaissance en Europe, mais qui exprime les symptômes ou pas. Hein. Il faut savoir que la staphyliose est donc un champignon dans ce cas-là, et qui est présente sur beaucoup d'autres plantes. On va la trouver sur presque toutes les légumineuses, les aliacées, les asperges. C'est une maladie bien connue par les cultivateurs d'asperges, la staphyliose. Alors la particularité, quelque chose qui est assez surprenant, c'est que quand on passe en agriculture biologique, généralement le problème de la staphyliose diminue. Par contre, en Italie, le problème de la staphyliose en agriculture biologique se maintient.
Alors là, on n'a pas du tout d'explication, mais tout au moins pour le sud de la France et aux Pays-Bas, le passage en agriculture biologique diminue énormément les problèmes de staphyliose, alors qu'en Italie, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ça mériterait d'être creusé pour essayer de trouver une explication. Mais il est vrai qu'on ne crie pas victoire parce que peut-être on changera une pratique ou il y aura une évolution climatique qui fera que la staphyliose va devenir problématique dans les vergers bio, même aux endroits où pour le moment elle ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est une épée de Damoclès de plus sur la culture du poirier. Voilà. Alors, les infections généralement commencent après la floraison. Alors vous voyez les taches, vous pouvez avoir des dessèchements foliaires. Ça, c'est un symptôme extrême. On a plus souvent des petites taches plus discrètes. Et vous voyez les symptômes sur poire à l'approche de la maturité qui peuvent être très importants. Alors, on se trouve avec des sensibilités variétales qu'on verra mais notamment conférence et abbé fétel, abatte fétel sont des variétés qui sont très sensibles à ce champignon-là, avec des intensités très variables d'une année à l'autre. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante, où on a le cycle du poirier, et vous voyez que la staphyliose ne fait pas la totalité de son cycle sur le poirier. Elle passe par d'autres plantes, et y compris par une phase, ça profite sur la litière. Sur la litière au sol. Mais sachant que la litière, dans ce cas-là, c'est pas que les feuilles mortes du poirier, c'est les feuilles mortes de l'ensemble de la végétation. Voire, comme vous le voyez, le dactyle qui a été identifié comme un porteur préférentiel de la phase d'hivernage de la symphyliose. Donc, le broyage des feuilles, par exemple, que l'on utilise pour la tavelure, peut être une pratique favorable, mais le problème, c'est qu'on ne va pas éliminer l'ensemble de la litière par le broyage uniquement des feuilles de poirier. Voilà. Alors, vous avez listé les variétés les plus sensibles connues. Donc, on va trouver abatte fétel, abbé fétel, c'est la même chose. Arrowsweet, conférence, Boré-Bosque qu'on appelle Kaiser dans certaines zones. Et dans les plus tolérantes, c'est vrai qu'on a souvent très peu de symptômes ou très anecdotiques sur les Williams et sur le groupe des Williams et les Guyot, quoi. Voilà. On a vraiment des variétés, des sensibilités variétales marquées. Voilà. Après, on a des effets. Il semble qu'il y ait des effets des types de sol, mais alors peut-être est-ce que ça explique les différences entre pays, mais ça resterait les causes resteraient à identifier. Et évidemment, comme tous les champignons, comme les durées d'humectation sont importantes pour le développement du champignon, tout ce qui va favoriser une densité de végétation, que ce soit la vigueur de l'arbre ou que ce soit la densité de plantation, ou les deux cumulés, tout ce qui va réduire la durée d'humectation va être favorable à une réduction de la pression de la symphyliose. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Donc, vous avez des symptômes plus courants que les premiers que vous avez vus. Par contre, vous avez donc ici ces taches sur feuille. Vous voyez la tache sur fruit avec un halo rougeâtre. Sachant que le halo rougeâtre, on le trouve sur la staphyliose, mais pas uniquement. Hein. Le halo rougeâtre, vous pouvez notamment l'avoir dès qu'il y a des températures basses après récolte. Sur n'importe quel symptôme, vous pouvez avoir un halo rougeâtre. Après, vous avez les taches brunes sur les rameaux qui sont généralement plus longues que les taches de tavelure. Voilà, on n'a pas cette craquelure de l'écorce qu'on peut trouver sur tavelure sur bois. Et puis vous avez là, dans les cas extrêmes, là c'est une photo donc d'Italie, comme vous pouvez le voir en bas de la photo, où vous avez les fruits au sol les fruits qui sont au sol parce qu'ils sont tachés et attaqués par la staphyliose. Vous pouvez voir que ça peut atteindre des proportions extrêmes. C'est pour ça qu'on reste prudent et en phase d'observation sur
cette maladie-là, qui ne nous pose pas de problème dans les deux zones, qui ne nous pose pas de problème dans le sud de la France et aux Pays-Bas, mais je pense qu'on a besoin de rester vigilant sur ce problème-là. Voilà. Et donc, il y a des modèles de prédiction qui existent pour le risque d'infection. Il faut savoir que la staphylocoque du poirier va se développer, donc a besoin d'humectation comme la tavelure, mais va se développer à des températures plus élevées que la tavelure du poirier. Donc, c'est plus une maladie qui va se développer dans les périodes humides plus tardives que la tavelure du poirier, quoi. Donc, on a en effet les sols les plus actifs et dans les meilleurs états, on semble avoir des situations de moindre sensibilité à la staphyliose. Alors, c'est peut-être dû aussi il y a une hypothèse qui serait les sols qui provoquent des libérations brutales d'azote en saison. Alors, les arbres vigoureux sans stress, voilà, bon, mais ça, c'est un peu des arbres en bonne santé. C'est assez difficile, c'est facile à dire, mais c'est assez difficile à décrire. Voilà, ça se voit sur le terrain, c'est plus difficile à mettre en photo. Donc, on évite les irrigations sur pendaison, évidemment, surtout en été, quand on a des températures douces, une irrigation sur pendaison, c'est le meilleur moyen pour provoquer des contaminations. Et ensuite, dans les cas extrêmes, on peut préconiser, faute d'autres pistes pour résoudre un problème, on peut envisager des travaux du sol pour éliminer l'herbe du verger et la litière, quoi. Voilà. Donc un travail du sol total, mais pour moi, c'est vraiment les cas extrêmes où on peut envisager ce type de choses-là. Et la lutte directe, c'est des pulvérisations, toujours pareil, préventives avec la bouillie sulfocalcique, avec des efficacités quand même relativement limitées. On est plus dans une situation où on va envisager de baisser un peu la pression de la maladie. Et puis, toujours pareil, avec l'utilisation aussi, combinaison avec un peu de cuivre, et ce mélange, en envisageant le mélange avec du bicarbonate de sodium, voilà. Mais sachant que le bicarbonate de sodium est une substance de base, pas forcément un produit homologué, mais c'est une substance de base au niveau du règlement européen. Donc, potentiellement, il y aurait à vérifier si le mélange bicarbonate de sodium cuivre pourrait apporter un plus sur staphyliose. Voilà. Par contre, c'est quelque chose qui semble avoir été pratiqué aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas et en Italie, mais je reste prudent sur les risques phytotoxicité du mélange, parce qu'il y a certaines variétés de poiriers où on a souvent des surprises au niveau impact sur le feuillage. Par contre, après, il y a la piste trichoderma appliquée, des solutions de trichoderma à appliquer plus en préventif sur les enherbements. Voilà. Voilà. Donc pour la staphyliose du poirier, qui est une épée de Damoclès de plus sur la culture du poirier en agriculture biologique. On peut passer à la diapo suivante. Alors, le chancre européen du poirier qui considère qui est le même que le chancre européen du pommier, hein. C'est la même espèce. Alors, ça se développe dans les régions au climat doux et humide. Donc, on va trouver, c'est quelque chose qu'on a sur poirier. Nous, dans le sud de France, on ne le voit que extrêmement rarement. C'est tout à fait anecdotique. Par contre, on peut le trouver dans le nord-ouest de la France, Bretagne, Normandie, ce type de choses sur poirier aussi. Donc, ça provoque le dépérissement des jeunes pousses, mais pas uniquement, vu que ça peut provoquer des dépérissements de branches beaucoup plus âgées, avec un chancre qui va pénétrer par les bourgeons, avec notamment une phase précoce, enfin une phase dominante de contamination en phase de chute des feuilles et période de récolte.
Voilà. Alors, c'est généralement un chancre qui est d'autant plus virulent qu'on va se trouver sur des sols acides, légers, etc. Et l'alimentation en calcium est quelque chose, à mon avis, d'important pour ce type de maladie. Euh, et évidemment, il y a des sensibilités variétales qui sont souvent notées, hein. On va voir la diapo suivante. Voilà. Alors là, vous avez le cycle avec donc deux phases aussi de contamination. Vous pouvez toujours une phase conidienne qui donc peut se produire à tout moment pendant le cycle de végétation. Et vous avez la phase avec ascospore qui est surtout ciblée sur l'automne et qui va pénétrer principalement par les plaies de chute des feuilles et par les plaies du détachement des fruits. Voilà. Et généralement, les dégâts apparaissent fortement plutôt au printemps, quoi. Comme d'habitude, comme sur pomme, de toute façon. Voilà. Donc on voit ça avec évidemment des contaminations en phase toujours pareil, comme pour beaucoup de champignons, par les phases humides. Voilà. Si on a un automne très sec, généralement on a très peu de contamination de chancres européens comme pour d'autres champignons, hein. Voilà. Voilà pour la. Voilà. Alors vous voyez là en photo un chancre âgé sur la photo la plus à gauche. Euh, Et puis vous avez sur la photo de droite, vous avez donc la pénétration, les symptômes de pénétration du chancre dans les bois. Voilà. Et puis ce qui est quelque chose qu'on voit moins souvent, qui est le symptôme sur fruit, donc avec un problème qui va apparaître, qui est relativement discret, puisque ça ne concerne que le tour de l'œil. C'est vrai qu'au moment de la récolte, on ne le voit pas forcément, mais c'est quelque chose qui peut sortir vraiment, dans le cas de la poire, qui peut sortir après la conservation. Voilà. Donc, ce symptôme autour de l'œil de la poire qui est à ne pas confondre avec le botrytis de l'œil. Voilà. Voilà. Donc ça, on a des symptômes qui sont, c'est vrai que ça peut devenir problématique. Généralement, on a des situations très variables d'un verger à l'autre. Et on peut avoir des infections qui viennent même avec la pépinière, comme dans le cas de la grille. Il faut être extrêmement prudent sur l'introduction et bien contrôler les arbres quand ils arrivent, qu'ils ne soient pas porteurs de chancre dès la plantation. Voilà. Claude-Éric, si tu veux passer à la suivante. Voilà, alors il existe des modèles prévisionnels dans les conditions de forte pression où c'est nécessaire. Alors, il y a le choix variétal, donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire vérifier les arbres à l'arrivée à la livraison de pépinière. Toujours pareil, le bon fonctionnement du sol, pas de stagnation d'eau dans la parcelle. Après, les arbres excessivement vigoureux, on retrouve toujours la même chose, hein, excessivement vigoureux vont être plus sensibles à la pénétration du champignon. Là, on retrouve les techniques de taille des racines, comme on a vu pour la tavelure, pour limiter la croissance. Ça, c'est quelque chose qui est relativement peu pratiqué, tout au moins dans le sud de la France. Je pense que la première chose à faire, c'est de réduire la fertilisation, notamment azotée. Et les jeunes arbres, lorsqu'on se trouve sur des jeunes arbres, il faut peut-être pas hésiter parfois à éliminer dès le départ pour éviter de contaminer tout le verger, quoi. Voilà. Nettoyage des chancres sur les arbres, on va dire adultes, ça peut être, c'est incontournable si on si on ne veut pas avoir une infection qui se propage dans l'ensemble du verger. Voilà. Et puis, taille prophylaxie permanente lorsqu'on est en situation qui le justifie. Voilà. Alors, et après, toute blessure inutile, vous avez évidemment la blessure
le champignon va pénétrer par les plaies de la chute des feuilles et les plaies de la récolte des fruits, mais aussi par toutes les plaies qui vont être faites par des frottements, etc. Ou quand on attache parfois pour plier des branches avec des fils de fer, etc., ça peut faire des blessures qui peuvent être des portes d'entrée au, aux champignons. Donc, selon les situations, dans les situations de forte pression, la façon dont on conduit l'arbre va intervenir beaucoup sur la propagation du champignon. Et ensuite, la lutte directe avec ce qu'on peut mettre notamment dans l'atomiseur. Bon, les plaies bon, on peut toujours faire des badigeons pour couvrir les plaies en automne. Et pour ce qui est de l'atomiseur, on va mettre, bon, il y a une pulvérisation de cuivre dans le respect des limites autorisées pour chaque pays. Et ensuite, l'hydroxyde de calcium, qui est une substance de base et qui va intervenir sur une baisse de la pression qui crée un milieu beaucoup moins favorable aux champignons. Voilà, je pense que c'est une technique à développer si on ne veut pas utiliser des quantités de cuivre excessives. Voilà. L'hydroxyde de calcium est à favoriser notamment sans arrière-pensée sur tous les sols acides qui sont généralement plus favorables aux champs européens. Voilà. Voilà. Donc la prophylaxie, on s'aperçoit que quel que soit le ravageur ou la maladie pour laquelle j'étais amené à intervenir, on s'aperçoit quand même que la surveillance du verger et le suivi et les aspects prophylactiques sont quand même très importants. Et la prophylaxie représente quelques heures par an et par hectare quand on le fait régulièrement. Mais par contre, quand on le néglige, ça peut rapidement basculer à des heures, un nombre d'heures ingérable ou très difficile à investir. Ou alors, pour certains ravageurs ou maladies, ça peut aboutir à la destruction du verger. Donc, un petit investissement de quelques heures par an, c'est sûrement pas à oublier. Voilà, on va passer à la diapo suivante, qui sont les références qui ont été utilisées pour certaines données. Et donc, maintenant, je vais vous remercier de votre attention et proposer à Claude-Éric de me retransmettre les questions éventuelles qui ont été posées. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous. Donc, je vais reprendre effectivement quelques questions qui ont été posées. Je voudrais regrouper quelques questions concernant les aspects climatiques. Alors, il y avait des questions qui concernaient l'humectation. Qu'appelle-t-on humectation? Pourriez-vous nous en dire plus sur le principe du nombre de degrés-heure? Et il y avait une question aussi qui portait sur cette question de microclimat. Est-ce que les filets haltes carpaux favorisent les maladies? Donc, je ne sais pas si tu peux répondre aux trois, faire un tir groupé. L'humectation, la définition de l'humectation, c'est quand vous avez présence d'eau à la surface de la feuille. Voilà, à la surface de la feuille ou à la surface de la tige ou à la surface du fruit. Voilà. Ça, c'est la définition de l'humectation. Je ne sais pas si ça correspond si ça répond à la question. Ensuite, les degrés-heure. En fait, on considère que, par exemple, vu que le développement du champignon va être proportionnel à la température, il va se développer plus vite à 15 degrés qu'à 5 degrés. Par exemple, dans le cas de la tavelure. Et donc, pour visualiser, pour avoir une info qui permet de savoir quand il faut traiter, avec quel produit, etc., on sait que tel produit va être efficace jusqu'à, mettons, 200 degrés heure. Et donc, ça nous permet de savoir qu'il faut traiter ce produit-là. On l'utilisera jusqu'à 20 heures après le début de la pluie si la température moyenne est de 10 degrés, par exemple. Voilà. Par contre, si la température moyenne est de 20 degrés, on n'a que 10 heures pour intervenir avec ce produit-là depuis entre le début de la pluie et le moment où on intervient, quoi. Voilà. Sachant que c'est une cote mal taillée parce que quand les températures sont très élevées, la tavelure se développe moins vite. Hein. Voilà.
la tavelure se développe plus vite à 20 degrés qu'à 25, parce que c'est pas un champignon de chaleur. Mais bon, on fait une cote mal taillée les, euh, pour simplifier la pratique, quoi. Voilà. Et après, sur les filets, Là, le carpo favorise-t-il les maladies? alors le filet, oui, on a des durées d'humectation supérieures sous le filet, vu qu'on a réduit légèrement l'aération. Par contre, on constate pas de contamination ou de taches de tavelure supérieure, parce qu'en fait, quand on est un verger protégé, un verger traité, ce qui se passe, c'est que le filet a aussi stocke du produit en fait à sa surface. Et donc, il y a l'un compensant l'autre, on s'aperçoit qu'en fait, en pratique, on n'a pas de contamination, on n'a pas de plus de tavelure sous filet que hors filet, quoi. Voilà. Enfin, c'est une des hypothèses avancées, de toute façon. Mais oui, le filet réduisant l'aération, la circulation d'air, on a théoriquement un effet d'augmentation des durées d'humectation, quoi. Pour la tavelure, on n'a pas vu de contamination supérieure. Après, pour les autres maladies que sont la staphyliose et le feu bactérien, par exemple, ou la bactériose ou le pseudomonas syringae, là, je ne serais pas capable de vous dire. J'ai pas de remontée d'informations, mais peut-être certaines personnes en auraient. Je sais, moi, perso, je n'en ai pas. Toujours on était plutôt sur la partie aussi sur la tavelure, pardon. Préconisez-vous d'exporter les feuilles puis de les broyer pour réduire les risques de contamination ou est-ce qu'il vaut mieux les enfouir? Et après, il y avait une question sur la quantité de la tavelure, toujours par rapport à à l'introduction d'animaux. Le passage régulier d'animaux est-elle efficace? Et si oui, à quelle fréquence et quelle période? Euh, alors, en fait, on n'a pas de. On peut. Alors, ce qui est possible, ce qui a été testé, c'est ramasser les feuilles avec des outils adaptés, ramasser le maximum de feuilles et les sortir et les faire composter à l'extérieur du verger. Ensuite, on peut aussi les broyer pour qu'elles se décomposent sur place. Euh, Il y en a une partie qui peut être enfouie. De toute façon, quelle que soit la technique utilisée, c'est plus l'efficacité de la technique elle-même. Le but étant d'approcher au maximum les 100% de feuilles qui sont décomposées en début de période de contamination de tavelure, quoi. Alors, quelle que soit la technique qu'on utilise, voilà. Il vaut mieux un bon broyage qu'un ramassage des feuilles qui en ramasse que 90%, si vous voulez. On a Il donc faut parfois combiner toutes les techniques, quoi. il y avait des expérimentations qui ont été faites au grappe mais en pommier. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas la même biologie de cette maladie, mais où effectivement, on voyait une efficacité supérieure au balayage des feuilles et à l'extraction des feuilles, ramassage des feuilles, on va dire, par rapport à un broyage. Mais on avait un broyage de bonne qualité permet déjà d'atteindre une efficacité, en tout cas pour la tavelure du pommier, qui est déjà très impressionnante, de l'ordre de 70 à 80% de réduction des dégâts de mémoire. Il y avait une question aussi concernant, donc je te disais, concernant les animaux. Est-ce que le passage régulier d'animaux, les moutons notamment et les poules, est-ce que tu as des retours d'expérience pour savoir si ça permet de réguler, limiter la tavelure du poirier? Euh, mais à mon avis, ben, toujours pareil, s'il faut arriver à ce que ça provoque la décomposition des feuilles. J'avais vu une publi néo-zélandaise où ils avaient donc regardé ces stratégies d'automne. Et il y avait effectivement des passages de troupeaux à l'automne, après la chute des feuilles, qui avaient abouti à un très haut niveau de destruction des feuilles au printemps qui suit, quoi. Voilà. Mais en quelque sorte, il faut arriver à faire passer les moutons au bon moment, enfin les brebis, dans le cas de brebis.
qui agissent principalement par, en fait, alors si les feuilles sont très fraîches, elles peuvent parfois en manger direct. Par contre, si les feuilles sont plus âgées, elles ne les mangent pas, mais elles peuvent les plaquer au sol par le piétinement. Et donc, ça favorise la décomposition. Mais ça suppose qu'une feuille qui est plaquée au sol, pour qu'elle se décompose, il faut qu'il y ait suffisamment d'humidité. Voilà. Alors, si vous êtes dans un hiver très sec, vous n'êtes pas sûr que vos feuilles vont se décomposer. Voilà, mais ça peut être favorable, mais c'est toujours pareil, ça va dépendre du climat qu'il va faire. Par contre, si vous avez un hiver très humide, c'est pas forcément judicieux de faire piétiner des moutons dans votre verger, quoi, parce que l'état du sol, ça va pas être terrible, quoi. Ouais. Une autre question concernant la tablure du poirier. Dans les zones sensibles, faut-il préférer un porte-greffe peu vigoureux sur le poirier, cognacier par exemple? Euh, alors, le choix du porte-greffe, on va le faire en fonction de la zone, du sol, de la variété, parce qu'il y a des variétés qui sont difficilement compatibles sur cognacier, tout au moins dans certaines zones. Faire intervenir, disons si on est dans une zone où on peut utiliser du cognacier en porte-greffe, on peut se dire on va éviter d'utiliser le cognacier qui est le plus vigoureux, qui est le BA29 par exemple. Si on est vraiment sur des sols très fertiles. Par contre, si on est dans une zone où on est obligé, pour des questions climatiques ou variétales, ou les deux, d'utiliser un franc cloné, de toute façon, on ne va pas avoir des différences de vigueur énormes entre les deux francs clonés qu'on est amené à utiliser, quoi. Voilà. Mais je pense que outre l'aspect porte-greffe, moi je pense que j'aurais tendance à pencher toujours vers un porte-greffe relativement vigoureux, notamment par rapport à la grille. Euh, mais par contre, jouer plus sur l'aspect fertilisation, quoi. Voilà. Sur l'aspect fertilisation globale et entretien du sol. Si on a un arbre qui est trop vigoureux, on peut aussi décider d'un peu moins combattre la flore, laisser un peu d'herbe au pied, quoi, par exemple, quoi. Voilà. Donc il y a il y a un itinéraire global à réfléchir, quoi, pour réguler la vigueur, pour trouver le bon compromis entre un excès de vigueur et un manque de vigueur qui nous amène d'autres ravageurs, quoi. Je passe aux questions suivantes. Sur le feu bactérien, quelle distance entre le verger et les arbres ou les haies ou lisières potentiellement porteurs de maladies? Quelle est la distance, est-ce qu'il y a-t-il une distance pardon, à respecter ou une distance minimale entre le verger et les arbres des haies ou de lisières, pardon, pour limiter la contamination? Ben, disons que dans la haie à proximité immédiate du verger, c'est-à-dire que on va dire à moins de 10 mètres du verger, on va éliminer tout arbre potentiellement porteur. Après, au-delà, ça devient compliqué parce que de toute façon, on va tomber sur le voisinage, etc. Mais dans la proximité immédiate de verger, c'est-à-dire dans les 10 mètres, quoi, je veux dire. Mais le feu bactérien peut venir de beaucoup plus loin, puisque de toute façon, il peut arriver avec tous les insectes qui se posent sur un végétal, tous les insectes qui vont chercher un liquide sucré peuvent transporter le feu bactérien, quoi. Donc ça fait du monde. Et les insectes qui sont capables qui sont intéressés par le liquide sucré et qui volent, par définition, peuvent voler relativement loin, quoi. Mm. Mais on peut pas cultiver dans un désert non plus, quoi. Merci Gilles pour ta réponse. Je passe aux questions suivantes. C'était sur les bactérioses à Pseudomonas. Est-ce que les produits alternatifs dont tu as parlé sont une alternative au cuivre ou sont plutôt un complément? Je pense que tu avais parlé des antagonistes de mémoire. Euh, oui, mais pour moi, vu que le cuivre, de toute façon, est à peu près incontournable pour moi sur la culture du poirier, pour toutes les raisons, pour toutes les maladies qu'on vient de voir, hein. Les antagonistes, ça va être forcément des compléments, puisqu'on aura de toute façon utilisation de cuivre. Voilà. Par contre, ça peut permettre d'utiliser un peu moins de cuivre.
vu qu'à certaines phases, on va se dire, on va pouvoir, plutôt que de faire un cuivre, par exemple, sur le feu bactérien, en plus de ce qu'on fait déjà sur tavelure, on va se dire, ben, on va faire un antagoniste plutôt que de faire un cuivre, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on a besoin de tous les outils. On a besoin du cuivre, on a besoin des antagonistes. Une question concernant les porcs, la conduite des vergers. Est-ce que le fait d'être en haute tige, ça permet de limiter les maladies, le développement des maladies en général, du fait que les végétations, les branches soient plus hautes plus élevées du sol par rapport à un verger classique? Alors, sur les conditions d'humectation, je pense que ça a plutôt tendance à diminuer les durées d'humectation. Parce que qui dit haute tige dit arbre relativement isolé, donc on n'a pas de. Les arbres ne se touchent pas, on n'a pas de mur continu comme on peut avoir en verger basse tige. Par contre, on peut avoir des vergers haute tige où l'arbre individuellement lui-même est extrêmement touffu parce que s'il n'est pas entretenu, il peut être extrêmement touffu, quoi. Voilà. Et donc, on peut retrouver des conditions très favorables à l'intérieur de l'arbre lui-même, quoi. Voilà, donc, il faut pas. Voilà. Après, ça va dans le sens d'une réduction d'humectation. Maintenant, ça ne va pas dans le sens d'une facilité d'application des produits de protection. On a beaucoup plus de peine à couvrir à bien traiter l'ensemble de l'arbre de A à Z quand on a un arbre haute tige, quoi. Surtout qu'un poirier haute tige, ça peut venir extrêmement haut, quoi. Donc il y a des effets favorables et des effets moins favorables. C'est pas tout blanc, tout noir. Une question et une remarque aussi concernant la stymphiliose du poirier. Au Portugal, les problèmes de stymphiliose sont principalement en fait des problèmes d'alternariat. Et donc, il est mentionné, lorsque vous pulvérisez, vous ramenez les spores de l'herbe contaminée vers les arbres. La solution semble résider dans de nouveaux types de pulvérisateurs à haute turbine. Avez-vous étudié le problème de l'alternariat sur poirier? Pas spécifiquement, il y a quelques symptômes d'alternariat. Et oui, oui, mais c'est une piste à regarder, hein. Ça semble assez logique, hein, vu que le. Mais même pour la stymphiliose, ça semble assez logique, puisque la stymphiliose est présente sur les anerbements et sur la litière. Donc, quand on fait un brassage des gros brassages d'air avec des atomiseurs classiques, il est sûr que l'hypothèse que l'on ramène des spores de stymphiliose aussi, ou d'alternaria, donc c'est à regarder, oui, mais personnellement, j'ai pas regardé cet aspect-là. Concernant le chancre européen du poirier, donc il y avait une question sur tu mentionnais couvrir les plaies en automne. Est-ce que c'est avec de l'argile ou avec un autre produit? Alors, il s'agit de disons, couvrir les plaies, c'est-à-dire que quand on fait une prophylaxie, par exemple, qu'on va cureter des chancres ou faire des grosses coupes, on va, généralement, on fait des badigeons où on va mettre un peu de cuivre à l'intérieur pour protéger. Ces badigeons avec argile, cuivre, un peu d'huile, enfin, etc., une mixture. Sachant qu'il ne faut pas oublier de compter ces quantités de cuivre-là dans les cumuls annuels par hectare, quoi. Voilà. Et donc, on met juste un peu de cuivre. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait des concentrations très importantes, hein. On met un peu de cuivre, ça suffit, quoi, pour couvrir la plaie, quoi. Ok. Je vais finir par une question générale qui était posée concernant le mélange. Est-ce que le fait de mélange variétal, est-ce que le fait de mélanger les variétés, voire éventuellement le mélanger les vigueurs et les espèces, est-ce que ça permet de gérer les différentes maladies et de limiter leur impact ou leur développement? Question sur le mélange variétal ou le mélange des espèces. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur tavelure pommier, sur poirier, pas à ma connaissance. Euh, Après, sachant que le mélange, de toute façon, il faut l'envisager. Si on en reste au niveau du poirier, il faut mélanger il faut
Ça suppose de mélanger une variété qui est très tolérante, voire résistante, avec une variété qui est moyennement sensible, quoi. Il ne faut pas se faire d'illusions sur une variété qui est très sensible, ça suffira absolument pas, quoi. Et puis, Déjà d'office. Voilà. Mais ok, après, les mélanges d'espèces, voilà. Voilà. Déjà, pour le chancre européen, par exemple, on ne va pas mélanger du pommier et du poirier, vu que les deux sont porteurs. Ou alors, on mélange de deux variétés qui sont tolérantes chancre européen, quoi. et je me permets de compléter sur alors en pommier. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées ici sur le site du domaine de Gautron, où on a fait effectivement des mélanges, testé des mélanges variétaux en pommes, et donc qui ont montré un intérêt sur le contrôle notamment du puceron cendré, sur la tavelure également, mais en fait, il faut être bien vigilant en fait, sur les espèces que l'on associe, puisque si on associe une espèce, en fait, il s'agit, comme le disait Gilles, d'associer une espèce résistante avec une espèce moyennement sensible ou tolérante, on va dire. Et si on associe une variété très sensible à la tavelure avec une variété résistante, en fait, on va favoriser des contournements de résistance et on favorise l'apparition de souches résistantes. Donc, il faut aussi faire attention quand on mélange des variétés. Ça pose en général, là, dans les cas des mélanges variétaux dont je vous parle, c'était des mélanges sur le rang, en fait, les arbres alternaient, une variété puis une autre. Et il s'agit donc ça rend ensuite la récolte ou les opérations culturales un peu plus complexes parce qu'on n'a pas les mêmes arbres sur le même rang. Et par exemple, si on veut faire des traitements argile à l'automne contre le puceron, on peut se retrouver un peu coincé parce qu'on a des arbres qui sont, si les dates de récolte ne sont pas les mêmes, par exemple, on peut avoir une difficulté à réaliser un traitement argile à l'automne, qui est pourtant et souvent parfois nécessaire quand la pression puceron cendré est importante. Donc, la question du mélange variétal sur le rang est pas simple, ça pose encore des questions pratiques au niveau des récoltes. Et puis, ça n'empêche pas de toute façon de ne pas traiter du tout contre la tavelure du pommier. Je parle du pommier là, parce que sinon, on peut aussi avoir des apparitions de contournements de résistance, favoriser les contournements de résistance et donc aller à l'inverse de là où on veut aller. Donc oui, ça peut être intéressant, mais dans des conditions très particulières. Voilà, je ne développe pas plus parce que ça parle du pommier. Je crois qu'il y avait une toute dernière question concernant la photo sur la diapositive en section tablure. Quel porte-greffe est sur la photo de réduction des troncs? Ah oui, la fameuse photo avec le tronc qui est sectionné à la tronçonneuse. Est-ce que tu sais, tu te rappelles? Ah Peut-être oui, pas. oui, je vois la photo. Après, une porte-greffe, bon, ça, c'est une photo qui est de mémoire originaire des Pays-Bas. Oui, Donc, statistiquement, il y a 99% de chances que ce soit un cognacier, quoi. Après, lequel, ça, c'est plus difficile, hein. ah, Mais de toute façon, si c'est pas un cognacier, par exemple, c'est pas du cognacier C, parce que le cognacier C a un bourrelet de greffe qui est très important, et là, on voit pas, sur cette photo, on voit pas un gros bourrelet de greffe. Donc, ça peut être, voilà, c'est pas un C, mais ça peut être un autre cognacier. Voilà. Mais ce serait à vérifier avec le Guerrin, qui est à qui la photo appartient, je pense. donc j'invite Là, j'ai pas l'info. Je peux émettre qu'une hypothèse, en fait. Ok, merci. On a déjà un peu dépassé d'un quart d'heure les, euh, la session questions-réponses. Donc, je vous propose de s'en tenir là. Si jamais je ne crois pas avoir vu passer d'autres questions, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit ou des questions précises, vous pouvez éventuellement les adresser à Gilles Libourel par mail.
Je remercie Gilles encore une fois pour sa présentation. Merci à tous d'avoir été présents ce matin, nombreux. Je vous propose d'en rester là pour ce matin et n'hésitez pas à consulter le site internet Biofruitnet sur lequel en fait sont disponibles toutes les ressources qui ont été produites dans le cadre de ce projet. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, des vidéos, des fiches techniques, des podcasts et ces cours en ligne qui sont aussi disponibles en anglais, qui seront disponibles en espagnol si vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous en début d'après-midi donc pour le cours sur le poirier. Cette fois-ci, on parlera de variétés et de porte-greffes. Merci encore et je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure. Merci, au revoir.